La veille de Noël, mon père m'a tendu une liste, nettoie la maison, prépare le dîner, emballe les cadeaux. Les invités de ta sœur s'attendent à ce que tout soit parfait. Ma mère a ri. Ne gâche pas tout. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai réservé un vol pour Rome. Quand ils sont arrivés dans une maison silencieuse et vide, la panique s'est installée, puis leurs téléphones ont vibré avec mon message. Chaque réveillon de Noël, notre famille suivait le même scénario. Nous montions au chalet dans le Vermont, déballions les innombrables malles de décoration, répétions l'image d'une famille chaleureuse et heureuse pour les dizaines d'invités que ma sœur insistait pour convier, et on me remettait une liste de choses à faire comme si j'étais un employé. Mais l'année dernière, quelque chose en moi a cédé. Tout a commencé avec la liste. Mon père me l'a tendue comme s'il s'agissait d'une tradition familiale sacrée. Nettoie la maison, prépare le dîner, emballe les cadeaux. Les invités de ta sœur s'attendent à ce que tout soit parfait. Ma mère a jeté un œil et a carrément ri. Ne gâche pas tout. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais déjà pris ma décision. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me sentir comme un assistant à domicile plutôt qu'un fils. Peut-être l'année après mon diplôme, quand ils m'ont culpabilisé pour que je reste à la maison afin d'aider la famille. Je travaillais à plein temps depuis mes 20 ans, mais d'une manière ou d'une autre, chaque chèque de paie devenait une partie de leur budget, factures, courses, besoins familiaux. Mais quand ma sœur voulait un voyage spontané à Cabo ou un nouveau jeu de pneus, mon compte en banque s'allégeait un peu. Mon nom n'apparaissait jamais dans les conversations de groupe où ces décisions étaient prises. Je ne recevais que les reçus. Ils disaient toujours que je leur devais tout pour m'avoir élevé, pour le toit au-dessus de ma tête, pour la chance de construire un avenir sans loyer qui m'épuise. Mais chaque fois que je mentionnais vouloir déménager, ils agissaient comme si je les trahissais. Mon père a un jour appelé ça « quitter le navire ». Ma mère a dit que j'étais égoïste. Et ma sœur, qui n'avait jamais rien payé elle-même, prétendait que j'essayais juste de paraître important. Alors, j'ai joué le jeu. Jusqu'à ce que cette liste atterrisse dans ma main. Je leur ai dit que je monterais au chalet un jour plus tôt pour préparer les choses. Ils ont à peine levé les yeux de leur téléphone. D'accord, comme tu veux. J'ai réservé mon vol cette nuit-là. Un aller simple pour Rome. J'avais toujours voulu y aller. Un de mes amis y avait déménagé l'année précédente et n'arrêtait pas de me dire de lui rendre visite. J'avais économisé lentement, discrètement, en vendant des affaires à côté, en faisant des heures supplémentaires sans le dire à personne. J'avais juste assez pour tenir 2 semaines. C'était risqué, mais l'alternative, passer un autre Noël à jouer les hôtes non rémunérés pour des gens qui ne me voyaient pas comme une personne, était pire. Quand j'ai atterri en Italie, j'ai désactivé l'itinérance, je me suis enregistré dans un Airbnb bon marché mais charmant près de Trastevere, et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais depuis des années. J'ai attendu. J'ai laissé le temps s'écouler. J'ai laissé le jour arriver. De retour aux États-Unis, ils étaient tous censés arriver au chalet vers midi. J'imagine la longue allée, les couronnes de l'année dernière déjà en train de se défaire, les pièces silencieuses à l'intérieur qui auraient dû sentir la cannelle et le pain, mais qui étaient vides et froides. À 12h14, heure de l'Est, j'ai envoyé un message, « Joyeux Noël. Je vous souhaite la paix, la sagesse et une touche d'humilité. Je ne suis pas là et je n'y serai pas. Je passe les fêtes dans un endroit où je suis apprécié. S'il vous plaît, n'appelez pas. Je serai de retour le 3 janvier. Avec tout mon amour, Michael. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Les 9 jours suivants ont été quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Mais la vraie tempête n'avait même pas encore commencé. Elle attendait mon retour. Dès l'instant où j'ai posé le pied hors de l'avion à Rome, tout m'a semblé plus calme. Pas seulement le bruit extérieur, mais à l'intérieur de moi, comme si mon cerveau s'était enfin détendu. Je me souviens d'être debout dans le terminal des arrivées avec juste un sac à dos, personne qui m'attendait, pas de liste à la main, pas de regard qui observait ou attendait quoi que ce soit. C'était comme une faille dans le système, comme si je m'étais glissé à travers une fissure dans le monde où je ne devais rien à personne. Luca m'a rejoint près de la Piazza Venezia. Il avait l'air différent, plus calme, en meilleure santé que lorsqu'il vivait dans le New Jersey. Nous ne nous étions pas vus depuis plus d'1 an, mais il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais venu. Il m'a juste tendu un café et a dit qu'il avait réservé une table pour le dîner. Nous n'avons pas parlé de famille. Il n'a pas insisté. Les premiers jours, je n'ai pas dit grand-chose.
J'ai juste marché. Rome était dans cet étrange entre-deux entre Noël et le Nouvel An. Festive, mais ralentie. J'ai visité des églises dont je ne connaissais pas le nom. Je me suis assis sur des bancs au hasard en regardant les gens. Je suis resté sur des ponts la nuit, tandis que les lumières des bateaux qui passaient ondulaient sur le fleuve. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas appelé chez moi. J'ai juste respiré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Mais même dans cette paix, quelque chose me rongeait. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, sans le déverrouiller, juste en regardant l'écran noir pour les notifications. J'avais désactivé l'itinérance et je ne me connectais pas au Wi-Fi exprès. Mais chaque matin, je tapotais le bouton latéral et je fixais l'écran, attendant, me demandant. Non pas parce que je voulais rentrer, mais parce que je voulais voir jusqu'où l'incendie s'était propagé. Il a fallu 3 jours avant que je ne cède. Je me suis connecté au Wi-Fi de Lucas juste assez longtemps pour que les notifications affluent. Ma mère m'avait appelé 13 fois. Mon père 11. Ma sœur, qui n'appelait jamais sauf si elle avait besoin de quelque chose, avait laissé 2 messages vocaux et un message qui disait juste « Où es-tu » Il y avait d'autres messages aussi. Quelques tantes, 2 de mes cousins, une des femmes de mon oncle. Le ton a changé au fil des jours. Les premiers étaient confus. Puis est venue la culpabilité, puis la colère. Les phrases complètes se sont transformées en mots courts et secs, en accusations, en sarcasme, en exigences. Mon père a écrit « Tu as intérêt à avoir une sacrée bonne explication. » Ma mère, tout le monde demande où tu es. C'est humiliant. Ma sœur, si je dois gérer ce bordel toute seule, je te jure. Mais celui qui a retenu mon attention était une photo envoyée par ma mère. Le chalet, pris de nuit, complètement sombre. Pas de lumière, pas de décoration, rien. Juste la coquille vide de ce à quoi il s'attendait. Pas de bois de chauffage empilé, pas de cadeaux disposés, pas de dîner sur la table, juste rien. Elle avait légendé, c'est ça que tu voulais? J'ai lu ce message 3 fois. Je n'ai pas répondu. Lucas a remarqué que j'étais distrait. Ce soir-là, alors que nous prenions un verre avec certains de ses amis dans un petit bar bruyant près de Trastevere, il m'a demandé si je retournerais un jour. Pas seulement physiquement, mais à la situation d'avant. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais jamais admis à voix haute auparavant. J'ai dit que je ne pensais pas leur manquer. Je pense que ce qui leur manquait, c'était ce que je faisais pour eux, l'organisation, les courses, les plans de secours, la façon dont je faisais tourner la machine pendant qu'ils jouaient le rôle d'une famille normale et heureuse. Lucas n'a rien dit. Il a juste hoché la tête et m'a passé un autre verre. Le soir du Nouvel An, nous étions sur un toit-terrasse alors que les feux d'artifice éclataient dans le ciel. Les gens criaient en 5 langues au milieu des confettis, dansaient dans le froid. À minuit, quelqu'un a essayé de m'appeler. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. J'ai pensé à la façon dont je passais habituellement cette nuit à installer le brasero, à resservir du champagne aux amis de ma sœur, à reconduire les cousins éméchés chez eux. Et là, j'étais enveloppé dans le manteau de quelqu'un d'autre, embrassant une fille dont je connaissais à peine le nom, sans que personne n'exige rien de moi. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol de retour. Le 3 janvier. À l'aéroport, j'ai désactivé le mode avion. Il a vibré comme s'il s'étouffait. Les messages ont afflué. Messages vocaux, appels manqués, SMS non lus. Mais un de ma sœur s'est démarqué, ils ont vendu ta voiture. J'espère que tes petites vacances en valaient la peine. Je suis resté à fixer l'écran pendant 1 minute entière. Puis je l'ai refermé et ne l'ai pas rouvert avant d'atterrir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce ne serait pas une conversation attendue depuis longtemps. Ce serait une bataille. Je suis rentré aux États-Unis en fin d'après-midi, le 3 janvier. J'ai pris une navette depuis l'aéroport, puis un bus local, et j'ai finalement marché le dernier bout de chemin jusqu'à la maison de mes parents avec une petite valise et mon manteau d'hiver à moitié zippé. Je me souviens avoir fixé la porte d'entrée 1 seconde avant de l'ouvrir. Non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je ne ressentais rien. Je suis entré et l'odeur m'a frappé en premier. Quelqu'un avait cuisiné, probablement ma mère. Mais la maison était trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Puis ça a explosé. Ma mère est sortie de la cuisine la première. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a même pas demandé comment s'était passé le vol. Juste un long cri aigu de mon nom qui a résonné dans la maison comme si j'étais entré par effraction.
Mon père l'a suivi avec ce regard de quelqu'un qui décide s'il doit me faire la morale ou me jeter dehors. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Je savais dans quelle pièce il me voulait. Je me suis assis dans le salon et j'ai attendu. Ma sœur est descendue la dernière, en pyjama et vieux sweat à capuche, comme si elle avait campé dans cette maison depuis la veille de Noël. Elle avait l'air fatiguée, agacée et prête à se battre. Puis les cris ont commencé, tous en même temps. Des questions auxquelles il ne voulait pas vraiment de réponse. Où diable étais-tu? Tu crois que c'est un jeu? Tu nous as mis dans l'embarras. Sais-tu combien de personnes ont demandé où tu étais? Tu as tout gâché. Nous avons dû nettoyer. Nous avons dû recevoir. Ta sœur a dû préparer le dîner elle-même. Tu as mis toute la pression sur nous. Comment as-tu pu être si égoïste? Je n'ai rien dit pendant les premières minutes. Je les ai juste laissés tout déverser. Les ai laissés transformer mon absence en la pire chose qui leur soit jamais arrivée. Puis je leur ai dit que j'étais allé à Rome. Que j'avais utilisé mon propre argent. Que j'avais passé Noël entouré de gens qui ne me traitaient pas comme un serviteur. Que je ne leur devais aucune explication pour avoir pris du temps pour moi. Que depuis des années, je payais des factures que je n'avais jamais acceptées, que je couvrais des dettes qui n'étaient pas les miennes, et que je ne recevais en retour que de la culpabilité et des obligations. Je leur ai dit qu'ils ne remarquaient pas quand j'étais là. Ils ne remarquaient que lorsque j'arrêtais enfin de dire oui. Ma mère m'a dit que je faisais du cinéma. Mon père a dit que je me comportais comme un adolescent. Ma sœur a ri sous cap et a appelé ça, ma phase de personnage principal. C'est là que quelque chose en moi a basculé. Je me suis levé et j'ai dit que j'en avais fini. Fini d'être celui qui s'assurait que tout fonctionnait pendant qu'ils agissaient comme si je n'étais qu'un bruit de fond. Je ne resterai pas une nuit de plus dans cette maison. Je suis monté, j'ai ouvert mon placard et j'ai sorti les 2 sacs de sport que j'avais préparés avant Rome, au cas où je reviendrais et qu'il tenterait quelque chose comme ça. Je les connaissais trop bien. Je m'étais préparé à ce moment depuis des années sans m'en rendre compte. Quand je suis redescendu avec les sacs, personne n'a essayé de m'arrêter. J'ai appelé un taxi et j'ai attendu près de la porte d'entrée jusqu'à ce que le chauffeur arrive. Personne n'a dit au revoir. Personne n'a demandé où j'allais. Il se tenait juste dans le couloir, attendant que je parte, comme si j'étais une livraison qu'il n'avait pas commandée. J'ai donné au chauffeur de taxi l'adresse de ma petite amie. Elle vivait de l'autre côté de la ville dans un petit appartement qu'elle louait avec une amie qui était partie pour les vacances. Elle a ouvert la porte, a vu mes sacs et n'a pas posé de questions. Elle s'est juste écartée et m'a laissé entrer. Je me suis assis sur le canapé, j'ai enlevé mon manteau et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu l'impression de devoir me justifier auprès de qui que ce soit. Cette nuit-là, je me suis endormi avant minuit et je ne me suis pas réveillé une seule fois. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je n'avais même pas encore défait mes valises, et la guerre attendait déjà de l'autre côté de mon téléphone. Je me suis réveillé le 4 janvier au son de ma petite amie qui préparait du café et à la lueur de mon téléphone qui illuminait la table de chevet encore et encore. Je n'y avais pas touché depuis la veille, mais maintenant l'écran était inondé. 37 appels manqués. Des messages vocaux, des messages empilés comme un mur essayant de m'empêcher de respirer. 22 de ma mère, 10 de mon père, quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais même pas. Probablement des cousins, peut-être des voisins. Qui sait qui ils avaient entraîné là-dedans maintenant? Tous avec le même objectif, faire en sorte que tout tourne autour d'eux. Me faire sentir comme le méchant pour m'être éloigné. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai juste laissé le téléphone vibrer jusqu'à ce que la batterie soit vide. Puis le message de ma sœur est arrivé. Ils ont vendu ta voiture. Elle est partie. Tu veux jouer à l'adulte? Paie-toi ton propre putain de moyen de transport. Celui-là, je l'ai lu 2 fois. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Ils n'essayaient pas de comprendre pourquoi j'étais parti. Ils s'en fichaient. Ils essayaient de me punir. Au début, je n'y croyais toujours pas. La voiture était à moi. Je l'avais payée en totalité il y a 2 étés. Je la gardais impeccable, l'immatriculation était à mon nom. Le titre de propriété était dans mon tiroir à la maison, sous clé. Mais je me suis alors souvenu que ce tiroir avait une clé bon marché qu'ils avaient dupliquée des années auparavant sans me le dire. Ma chambre n'était pas la mienne. Mes affaires n'étaient pas en sécurité. J'ai passé un appel rapide au concessionnaire où j'avais acheté la voiture,
prétendant être quelqu'un qui aidait avec la paperasse. Le gars au téléphone a vérifié nonchalamment. Oui, vendu le 29 décembre. Vente en personne, en espèces, signé par votre père. Mes mains sont devenues froides. Pas sous le choc. Il ne m'en restait plus à ce stade, mais par clarté. Ils n'avaient même pas hésité. Mon absence menaçait leur confort. Alors, ils ont riposté de la seule manière qu'ils connaissaient, financièrement, parce que ça avait toujours été le langage dans notre maison. Le pouvoir n'était pas l'amour ou le respect. C'était le contrôle sur l'argent, sur les déplacements, sur les choix. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai même pas crié. Je suis allé dans la petite cuisine de ma petite amie, j'ai versé un verre d'eau du robinet et je suis resté là à fixer le mur. Elle n'arrêtait pas de me demander si je voulais les poursuivre en justice. Appeler les flics, reprendre ce qui était à moi. Mais je ne pouvais pas le faire. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais déjà comment ça se passerait. Il pleurait. Ma mère transformerait ça en trahison. Mon père dirait que je déchirais la famille. Ma sœur dirait que je ruinais sa réputation et, d'une manière ou d'une autre, je finirais quand même par être le méchant. Alors, à la place, j'ai fait quelque chose de silencieux, de permanent. J'ai changé le mot de passe de mon compte bancaire. J'ai déplacé chaque centime vers une coopérative de crédit dont ils ignoraient l'existence. J'ai fermé la carte commune à laquelle ils avaient accès. J'ai annulé mon ancien forfait téléphonique. J'ai créé une nouvelle adresse email. J'ai archivé tous les messages qu'ils m'avaient jamais envoyés. Je les ai tous bloqués. Puis je suis resté assis là pendant 10 minutes, les mains croisées, sans bouger, sans penser, juste en existant sans eux dans ma tête. Plus tard dans la journée, j'ai commencé à chercher des appartements. Pas des appartements, peut-être un jour, mais de vrais, des studios, des 2 pièces, n'importe quoi avec une porte que je pourrais verrouiller et ne jamais avoir à me justifier derrière. Avant le dîner, j'avais 3 visites de prévues. Et cette nuit-là, un dernier email de ma mère a réussi à passer. Tu as fait passer ton petit message. Maintenant, rentre à la maison avant que cela ne devienne quelque chose que tu regretteras. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai supprimé, parce que pour la première fois en 25 ans, je n'avais pas peur de regretter quoi que ce soit. 2 jours plus tard, je me tenais devant un petit appartement au 3e étage sans ascenseur, avec des murs beiges et des planchers qui craquaient. L'air sentait la peinture et la poussière, et les fenêtres tremblaient si on les tapotait trop fort. L'endroit n'avait rien de spécial, mais il était à moi. J'ai signé le bail cet après-midi-là, payé la caution avec l'argent qu'il ne savait pas que j'avais, et j'ai dit au propriétaire que j'emménagerais d'ici la fin de la semaine. Il m'a tendu les clés. Je les ai tenues dans ma paume pendant un moment, comme si elles pouvaient disparaître. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je savais ce que je devais faire ensuite, et il n'y avait aucun moyen de le faire discrètement. Le lendemain matin, j'ai pris un VTC jusqu'à la maison de mes parents. Ma petite amie a proposé de m'accompagner, mais je lui ai dit que je devais le faire seul. Elle n'a pas insisté. Je suis entré en utilisant le double des clés que j'avais encore. Il ne m'attendait pas. Ma mère était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone. Mon père était dans le salon, regardant des informations politiques. Ma sœur était à l'étage, probablement en train de dormir ou de faire semblant. Il y a eu un silence de mort pendant quelques secondes après que j'ai ouvert la porte. Puis le cri est venu. Ce n'était pas de la peur. C'était de la colère. Pure, aiguë et immédiate. Ma mère a commencé à exiger de savoir ce que je pensais faire. Entrer comme ça après tout, après les avoir ignorés, bloqués, humiliés. Mon père s'est levé comme s'il allait commencer un de ses discours. Je n'ai pas attendu. Je suis passé juste devant eux, suis monté dans ma chambre, j'ai attrapé les sacs que j'avais laissés emballés et intacts depuis Rome, et j'y ai fourré le reste de mes affaires. Pas grand-chose. Quelques livres, mon chargeur d'ordinateur portable, des vêtements. Je n'ai pas regardé les photos sur les murs. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Ma sœur est apparue en haut des escaliers, les bras croisés, comme si elle attendait d'être applaudie pour avoir survécu aux vacances sans moi. Elle a demandé où je déménageais. Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte, énumérant tout ce que je jetais par-dessus bord. Ma famille, mon système de soutien, mes responsabilités. Elle a vraiment utilisé ce mot,
responsabilité. Mon père m'a demandé comment je pensais m'en sortir, là dehors, tout seul. Il a dit que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, que je fuyais la réalité. Je me suis retourné dans l'embrasure de la porte, les deux sacs sur les épaules. Non, ai-je dit. Je marche droit dedans. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Pas claqué, juste fermé. Je suis monté dans le taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse de mon nouvel appartement. 10 minutes plus tard, j'ai déverrouillé la porte, je suis entré et j'ai laissé tomber mes sacs sur le sol. Je suis resté là, à regarder les murs vides. Pas de voix, pas de bruit de fond, pas d'ordre, pas de culpabilité. Plus tard dans la soirée, ma petite amie est venue avec des courses et une chaise pliante. Nous avons mangé par terre. Elle n'a pas dit « Je suis fière de toi ». Elle n'en avait pas besoin. Le silence en disait assez. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans un espace qui me semblait m'appartenir. Personne ne savait où j'étais, et c'était la meilleure partie. C'est étrange comme le silence peut ressembler à un cadeau. Les premières nuits dans mon nouvel appartement, je n'ai pas allumé la télé ni la musique. J'ai juste écouté le calme. Pas de bruit de pas devant ma porte. Pas de cris en bas. Personne n'appelant mon nom parce que quelqu'un n'arrivait pas à faire fonctionner le Wi-Fi ou parce qu'il n'avait pas envie d'aller au magasin. C'était juste moi. Un matelas par terre, 2 chaises pliantes, une table bon marché et une petite cuisine qui restait propre. Je me souviens m'être tenu au milieu de la pièce mon premier matin là-bas, buvant un café que je m'étais fait avec une cafetière que j'avais payée, et pensant, je peux respirer ici. Je n'ai dit à personne de ma famille où j'étais. Non pas parce que je voulais les punir, mais parce que j'avais besoin de savoir ce que c'était que la vie quand je n'étais pas constamment surveillé, culpabilisé ou utilisé. Personne ne méritait d'avoir accès à cette nouvelle partie de moi tant que je n'avais pas décidé qu'il l'avait mérité. J'ai bloqué tous les numéros, tous les emails, j'ai même complètement changé de compte bancaire. Nouvelle institution, nouveau login, tout nouveau, juste pour couper les derniers cordons. Je savais qu'ils essaieraient de se faufiler une fois la poussière retombée, mais j'ai rendu la chose impossible. Il n'y avait pas de fissure par laquelle ils pouvaient se glisser. Ma petite amie a commencé à venir plus souvent. Nous cuisinions ensemble dans cette petite cuisine. Parfois, nous nous asseyions par terre et mangions des nouilles directement dans la casserole parce que je n'avais pas encore de vraies assiettes. Elle ne m'a jamais jugé. Pas une seule fois elle n'a agi comme si cet endroit n'était pas suffisant. Et pour une fois, je pouvais la laisser entrer pleinement. Pas seulement comme quelqu'un que je voyais en me faufilant loin des attentes de ma famille, mais comme une partie de ma vraie vie. Un soir, je lui ai demandé si elle pensait que mes parents essaieraient un jour de se présenter. Elle a dit, peut-être, mais ils ne te trouveront pas, et elle avait raison. La vérité, c'est qu'ils ne m'ont jamais vraiment vu. Pas quand je vivais là-bas. Pas quand je cumulais 2 emplois pour payer des factures qu'ils appelaient des contributions familiales. Pas quand je suis resté alors que mes amis déménageaient et construisaient leur vie. Juste pour que ma sœur n'ait pas à s'inquiéter que la salle de bain des invités soit nettoyée avant que ses amis ne viennent. Pas une seule fois. Alors, j'ai arrêté de les laisser faire. J'ai recommencé à zéro. Je me suis habitué au calme. J'ai construit une routine. J'ai payé mon loyer. J'ai fixé mes propres règles. J'ai rencontré des voisins. J'ai reçu des amis. J'ai gardé les choses simples, paisibles. Certaines nuits, je restais éveillé tard juste parce que je le pouvais. Je marchais pieds nus sur le sol froid à 2 heures du matin, je mangeais des céréales et je regardais les lumières extérieures clignoter à travers les stores. Et à chaque fois, je souriais. J'avais encore de mauvais jours. L'idée de ce que devrait être une famille me manquait encore. Mais eux ne me manquaient pas. Les appels ont finalement cessé. Pas de nouveaux numéros, pas de mais, juste le silence. Et ce silence est devenu la paix. Maintenant, après quelques mois, je regarde ce petit appartement et je réalise que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est à moi. Mon espace, mes décisions, ma vie. Je ne suis pas la même personne qui nettoyait la maison pendant que tout le monde était assis à prétendre que Noël arrivait par magie. Je ne suis pas le gars qui remettait son chèque de paie par gratitude. Je ne suis plus une commodité. Je suis libre. Et je vous promets que rien de ce qu'il pourrait dire ou faire maintenant ne serait jamais suffisant pour me faire revenir. Je me fiche qu'il pleure. Je me fiche qu'il me blâme. Je me fiche qu'il veuille parler.
Parce qu'à la seconde où j'ai quitté cette maison, je n'étais plus leur filet de sécurité. Et le silence qu'ils entendent maintenant, c'est le son de ma vie qui commence enfin. Cela faisait 2 semaines complètes de silence. Pas d'appel, pas de mail, pas de SMS aléatoires de cousins demandant si j'allais bien. Je m'installais. Le studio sentait encore la peinture fraîche et les restes de plats à emporter. J'ai acheté un vrai cadre de lit, quelques meubles d'occasion, et même un tapis qui n'allait avec rien d'autre, mais qui rendait l'endroit chaleureux. Pour la première fois de ma vie, la paix semblait être mon état par défaut. Je commençais à dormir plus profondément. Ma petite amie pouvait venir quand elle voulait. Je travaillais, je payais mes factures, je vivais vraiment. Le bruit s'était enfin estompé. Puis, un vendredi matin, quelque chose a rompu le silence. J'étais au travail, en train de terminer un projet, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais j'attendais une livraison ce jour-là, alors j'ai décroché. Ce n'était pas une livraison. C'était un avocat. Il s'est présenté et a dit mon nom. Je me suis figé une seconde. Il m'a demandé si j'avais quelques minutes pour parler d'un problème financier familial. Je lui ai dit que je ne devais d'argent à personne. C'est là qu'il l'a dit. On m'a demandé de vous contacter concernant un accord de prêt familial informel des 5 dernières années. Je lui ai demandé de quoi diable il parlait. Il a dit que mes parents prétendaient que j'avais une obligation non réglée envers eux, qu'ils m'avaient fourni un logement, un transport et une aide financière depuis mes 18 ans, et qu'ils cherchaient maintenant à officialiser le remboursement. J'ai ri. J'ai littéralement éclaté de rire au milieu de mon bureau. Il a marqué une pause, puis a demandé si je serais ouvert à une discussion de règlement pour éviter une escalade. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à régler, qu'ils étaient aux abois, que s'ils voulaient essayer de poursuivre leur propre fils pour un loyer que je n'avais jamais accepté de payer, et pour de l'argent qu'ils m'avaient pris volontairement, ils étaient les bienvenus. J'ai raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles de l'avocat, mais cette nuit-là, ma boîte de réception bloquée s'est allumée. Un nouveau compte email, de toute évidence celui de ma mère. Le ton était amer, dramatique. Des pages entières. Elle disait que je les avais forcés à prendre cette voie, qu'ils détestaient faire ça, mais qu'ils ne pouvaient pas me laisser fuir mes responsabilités comme un enfant. Elle disait qu'ils avaient droit à une compensation pour tout ce qu'ils avaient fait pour me donner une belle vie. Elle a même inclus un calcul approximatif, loyer, courses, dommages émotionnels, et le clou du spectacle, des intérêts. Il voulait plus de 47 000 $. Je suis resté là à regarder l'écran, pas en colère, pas effrayé, juste stupéfait. Ils pensaient vraiment que cela me ferait peur et me ramènerait à la soumission. Ils pensaient vraiment qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à un de mes amis qui travaille dans le juridique et lui ai demandé si je devais m'inquiéter. Il a ri encore plus fort que moi. Pas de contrat, pas d'accord écrit, pas d'affaire. Juste une autre tactique de manipulation, une menace sans fondement. Quelques jours plus tard, ma petite amie est venue avec du champagne et 2 gobelets en papier. « Tu es libre maintenant », a-t-elle dit. Et je l'étais. Pas seulement physiquement, mais légalement, émotionnellement, mentalement. Ils avaient tiré leur dernière cartouche, et elle avait complètement manqué sa cible. Et maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, une tentative triste et désespérée de récupérer un fils qu'ils n'avaient jamais su comment traiter. Qu'ils essaient ce qu'ils veulent. J'ai fini de jouer à leur jeu.